Alors, Christian Autant, bonjour. Vous êtes représentant du ministère de la Culture, un représentant du ministère de la Culture française qui s'est perdu à Gérone. Donc, certains diraient en Espagne, des plus indépendantistes diraient en Catalogne. Alors, qu'est-ce que fait un représentant du ministère de la Culture s'il n'est pas en vacances à Gérone? Parce que vous n'êtes pas habillé en vacancier, Christian. Non, mais je suis déjà venu en vacances à Gérone. Alors c'est agréable d'y revenir au tout début du mois de juillet, comme ça, avec le beau temps qu'il fait aujourd'hui. Mais en fait, avec des collègues de la DRAC, de Montpellier, je suis venu pour participer à cette réunion de lancement de la candidature de la rumba catalane. Et je suis intervenu dans la partie technique, en fait, pour présenter quelles étaient les actions du ministère de la Culture en France pour le patrimoine immatériel, et notamment la manière dont on suivait les projets de candidature pour l'UNESCO. Alors, ce concept de patrimoine immatériel, c'est un peu anticapitaliste, finalement, c'est très bolchevique, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, patrimoine immatériel? Alors, anticapitaliste ou bolchevique, c'est vous qui dites. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un très grand relativisme qui règne dans cette convention. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de hiérarchie de valeur ou de qualité entre les pratiques qui sont visées par cette convention. Évidemment, a priori, ça vise plutôt des formes de spectacle, musicales, de théâtre aussi, ou des formes d'artisanat qui n'ont pas reçu jusqu'à présent une reconnaissance internationale telle que celle que leur donne l'UNESCO maintenant. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une forme sinon de renversement des valeurs, du moins d'alignement par le haut, un petit peu, dans la mesure où l'UNESCO considère désormais que des musiques, des chants, des danses traditionnelles ont droit à une égale reconnaissance, une égale mise en valeur que des villes, des châteaux, des la gastronomie, puisque la gastronomie française aussi a été ou la gastronomie. Ça a été un exemple un peu particulier, un peu limite à certains égards de candidature sur ce sujet. Mais voilà, il y a effectivement une forme de renversement des valeurs qui est, je dirais, peut-être politique, mais de manière plus générale que ce que vous avez suggéré. Alors, la rumba catalane, c'est de la musique, ça se fait à base de guitare. Mais pour la recette, il faut un peu de gitan de temps en temps. Ça chante en catalan ou voire en espagnol. C'est quoi les critères finalement pour reconnaître un patrimoine? Parce que vous aviez cité, parce que l'ufologue c'était moi dans la salle, la demande des chasseurs d'ovnis d'être reconnus comme patrimoine immatériel. Donc c'est quoi? Pourquoi c'est plus sérieux la rumba finalement que les ovnis? Expliquez-moi, Christian. Alors, au niveau des critères, en gros, comme il y a deux niveaux, il y a un niveau national et puis un niveau international. Au niveau national, ce qu'on regarde pour reconnaître un élément ou une pratique comme patrimoine immatériel, c'est qu'elle soit conforme à la définition que l'UNESCO a donnée. C'est-à-dire que c'est des pratiques, des représentations, des expressions. Ça veut dire qu'on se situe dans le domaine de l'immatériel et pas dans le domaine de l'objet ou du monument. Et il faut que ces pratiques, ces représentations, ces expressions, elles aient véritablement du sens pour la communauté qui les porte. Que la communauté dise, c'est notre patrimoine culturel immatériel. Et voilà, au niveau national, je dirais, c'est au niveau international, au niveau de la reconnaissance pour l'UNESCO, on est attentif de beaucoup plus près au fait qu'il y ait à la qualité du projet qui est déposé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait participer les gens à la candidature et comment est-ce qu'on va les impliquer ensuite pour le suivi après l'inscription de cette candidature et notamment pour le suivi des mesures de sauvetage. Je ne vais pas botter en touche pour les ovnis, mais c'est vrai que le contact qu'on a eu montrait qu'en fait la personne ne recherchait pas tellement l'inscription pour elle-même, elle recherchait plutôt en fait un papier en tête du ministère de la Culture disant qu'on avait été en contact, qui lui aurait permis de poursuivre en quelque sorte et ensuite de se réclamer finalement du contact qu'elle avait eu avec lui. Et voilà, c'est
peut-être à ce titre qu'on n'a pas souhaité poursuivre. Mais sinon... À ce moment-là, les Raéliens viendront aussi demander... Voilà. Alors, c'est pas la peine peut-être de suggérer des Non, on peut leur dire que projets. ça sert à rien. Voilà. Ne perdez pas votre On temps. peut leur dire que ça sert à rien parce que finalement, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que la convention, est-ce que le patrimoine immatériel, est-ce que c'est le bon outil pour ce que je veux faire? Ouais. Et quand je vois parfois des gens qui sont à la recherche en gros d'un label, si vous voulez, d'un label comme un label commercial pour le patrimoine immatériel, j'ai envie de leur dire que c'est pas forcément le bon outil. C'est pas forcément cette convention qui vous fera vendre plus de ceci, de d'abonnements au magazine, voilà, etc. qui amènera chez vous, je sais pas, plus de spectateurs. C'est pas tellement. Ça guérit pas les écrouelles, il faut dire toute une Voilà. série de choses comme C'est ça. pas tellement l'outil. Ça a d'abord été un outil effectivement de reconnaissance pour des pratiques qui n'avaient pas de reconnaissance et qui étaient sans nous. Alors est-ce qu'on peut avoir justement une petite liste de ce qui a été reconnu? Et ben en France, pour prendre des exemples proches de la rumba, en fait, on va rester un peu dans le domaine des musiques et danses traditionnelles. Il y a eu le Gwoka de Guadeloupe Ouais. en 2014. Donc c'est à la fois une musique, un chant et une danse qui puise ses racines dans la période de l'esclavage et qui est devenu un symbole identitaire très fort en Guadeloupe aujourd'hui. Il a été porté par un centre de musique et danse traditionnelle de Guadeloupe qui s'appelle Reprise, et notamment par le président de celui-ci, monsieur Félix Cotellon. On a eu en 2012 l'inscription du Fest-Noz en Bretagne. Donc c'est ce bal traditionnel qui en fait est depuis une cinquantaine d'années le lieu où sont rejouées et actualisées des musiques, des chants, des danses qui auparavant avaient trait aux fêtes patronales ou aux fêtes calendaires et qui désormais se pratiquent dans ce contexte festif en Bretagne, mais pas seulement. Si vous tapez Fest-Noz sur Google, les premières occurrences qui vont apparaître, c'est Fest-Noz à Rennes, à Brest, et puis tout de suite après, vous aurez Fest-Noz à Paris, parce que ça se pratique aussi. Et puis en plongeant un peu plus loin dans le temps, on a eu le Maloya à La Réunion. C'est aussi, comme le Gwoka en Guadeloupe, à la fois une musique, un chant et une danse. Ça remonte aussi à la période de l'esclavage. Voilà, c'est quelques exemples dans le domaine des musiques et danses traditionnelles. On en a eu quelques très très belles candidatures sur le compagnonnage. Le compagnonnage en tant que réseau d'artisans. Oui, d'accord, donc par leur la mode, tradition classique par française. leur mode de formation, par cet apprentissage qui suppose l'itinérance et la fraternité entre ses membres, perpétue des savoir-faire qui sont eux-mêmes des patrimoines immatériels. Alors, on revient à notre rumba catalane. Là, c'est un processus qui mettra combien de temps? Parce qu'on est au début. D'ici, est-ce qu'elle soit ou pas, parce que bon, on ne va pas spoiler, comme on dit en français, la fin et de Game of Thrones et le résultat des courses. C'est un processus qui met combien de temps? Et quelles sont les épreuves, les ordalies qui vont succéder où la rumba va devoir démontrer qu'elle est un pro-chevalier? Tout simplement, la première étape, ce sera une étape pour chacun des deux pays concernés, puisque c'est la France et l'Espagne, ce sera une étape de reconnaissance au niveau national, au niveau de l'inventaire. Oui, alors là, on n'avait pas le ministère justement espagnol, on avait la Generalitat. Oui. Est-ce que diplomatiquement, c'est pas problématique que l'Espagne ne soit pas officiellement encore impliquée? Alors, pour autant que je sache, au niveau national, non, parce qu'en Espagne, les inventaires du patrimoine immatériel sont décentralisés au niveau des régions autonomes. Donc une reconnaissance et une présence sur un inventaire de la Catalogne permet de solliciter l'inscription au niveau national, vos inscriptions au niveau national pour l'État. Parce que l'UNESCO dit que les États peuvent avoir un ou plusieurs inventaires. Donc s'il y a un inventaire catalan, si la rumba figure sur l'inventaire catalan, a priori c'est bon. La deuxième étape, ce sera effectivement la candidature à l'UNESCO. Là, ça doit être présenté par la France et par l'Espagne, par les deux États signataires de la Convention. Comme j'ai dit, c'est un processus qui est plus long parce qu'il faut déjà du temps pour être prêt, pour être bien prêt. Et puis ensuite, il y a effectivement aujourd'hui une file d'attente qui est assez longue. Et l'UNESCO nous autorise
pour la France comme pour l'Espagne, il n'y a qu'un dossier tous les 2 ans. D'accord. Voilà, donc après, je dirais, ça dépend du moment où on est prêt finalement, et puis de la qualité du projet qui sera soumis, notamment sur ce double aspect de la participation de la communauté, et puis du plan de sauvegarde qui sera élaboré. Réalistement, on peut dire que 4-5 ans, c'est peut-être la durée qu'il faut se fixer de manière un peu raisonnable pour être prêt. Donc là, on est en 2015, en 2020, quoi. On peut prendre date pour se retrouver ici à Gérone pour fêter ça, peut-être en 2020, je ne sais pas. Christian Autin, merci. Merci à vous.